Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons ensemble l'actualité lyonnaise. On le fait aujourd'hui avec les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, accompagnés du conseiller en communication politique Pierre Obrecht. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Nous allons parler de l'importation du conflit israélo-palestinien, du logement social et de l'hébergement d'urgence. Notre premier thème, c'est évidemment l'attaque du Hamas en Israël, suivie de la riposte à Gaza, des milliers de morts, des crimes horribles. Et ici à Lyon, des réactions unanimes pour soutenir les Israéliens, unanime car finalement la NUPES de la ville et de la métropole est restée assez discrète depuis le week-end dernier après l'attaque du Hamas. Il n'y a d'ailleurs que Grégory Doucet et le député Thomas Dossus qui avaient réagi. Et puis mardi, lors du rassemblement Place Bellecour, le maire de Lyon et le président de la métropole étaient peu entourés par leur exécutif. Alors selon vous, est-ce que les écologistes lyonnais sont dans leur rôle, à leur place, ou bien souffrent-ils de la comparaison avec leurs réactions qu'ils ont pu avoir pour la guerre en Ukraine ? Damien ? Je crois que dans une période comme ça, où on est en pleine émotion, parce qu'il y a des choses atroces qui se sont passées en Israël, je crois que quand on défend la position pro-palestinienne, ce qu'on a absolument le droit de faire parce qu'il y a un vrai débat autour, on ne peut pas réagir comme ont réagi les députés LFI au niveau national. Et je pense que face à la réaction, au déchaînement face à ces réactions-là, ils se sont dit on va rester discret, comme ça ils ont leur opinion, mais au moins ils ne vont pas l'étaler dans un moment, quoi qu'ils disent. Ça va se retourner contre eux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pro-palestiniens. Il y a un vrai débat autour du droit à la Palestine d'avoir son propre territoire et de vivre librement sans être dans une prison enfermée, une prison à ciel ouvert. On peut quand même considérer et le dire, et c'est pas être pro-palestinien que de dire que Gaza est une prison à ciel ouvert. Donc il y a un vrai débat, et le débat doit exister, le débat doit être là. En revanche, les premières sorties qui ont été faites par Mélenchon et consorts sont indécentes. Refuser d'appeler un chat, c'est indécent. Ne pas utiliser le mot terrorisme, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'ils ont eu cette discrétion, c'est pas plus mal. On a quand même vu au cours de manifestations interdites, d'ailleurs, pro-palestiniennes, on a quand même vu quelques élus, et d'ailleurs ça a été diffusé sur le site de Lyon Mag, de Vénissieux notamment, communistes, qui sont venus manifester. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ils ont été plutôt discrets, et je pense qu'ils ont eu raison d'être discrets. Raphaël ? Oui, ce ne sont pas les seuls élus à avoir été discrets. Si on regarde à droite, sur les réseaux sociaux, Pascal Blache n'a pas réagi, François Buffet n'a pas réagi. Il y a beaucoup d'élus locaux qui ont considéré qu'ils n'avaient pas forcément de plus-value à apporter. Le maire de Lyon, lui, l'a fait de manière assez sobre, mais assez claire, avec le drapeau israélien sur l'hôtel de ville. Ce n'est pas quelque chose qui est fait non plus tous les jours. Donc je vois pas bien ce qu'on peut lui reprocher. Je pense qu'il était... ce qu'il était dans son rôle. Après, il y a de la part de Bruno Bernard une position historique, c'est-à-dire qu'il considère, lui, qu'il n'a pas à réagir à l'actualité de manière générale, que ce soit les faits divers, que ce soit l'actualité internationale. Il veut rester dans son rôle. Il veut éviter la démagogie et il veut intervenir, répondre là où il peut agir. C'est une posture qui s'entend, mais qu'on peut critiquer aussi, parce que la métropole, ce n'est pas simplement une intercommunalité aujourd'hui, c'est une collectivité de plein exercice. On peut considérer que les élus à sa tête ont vocation à avoir des compétences un peu plus universelles et donc soient capables d'intervenir sur des sujets qui sont importants pour la concorde de l'agglomération. Alors ma question c'était, on le sait que historiquement, certains membres de l'exécutif sont pro-palestiniens. On peut penser à Nathalie Perrin-Gilbert qui, en son temps, en 2014, avait mis les drapeaux de la mairie du 1er arrondissement en Berne en soutien aux Palestiniens. On sait aussi que la sénatrice écologiste Raymonde Poncet-Monge est pro-palestinienne et qu'elle est restée assez mesurée dans ses propos depuis ce week-end. Est-ce qu'on est vraiment face à une position claire qui est « ce conflit ne nous intéresse pas » ou en tout cas on n'est pas compétent pour en parler, ou est-ce qu'ils sont mal à l'aise, Pierre ? Il ne faut pas oublier que les logiques nationales et les logiques locales sont complètement différentes. On a ici des élus qui gèrent un territoire, qui gèrent des communes, et qui ont bien compris que s'ils ajoutent un peu d'excitation, un peu d'huile sur le feu, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Moi, j'ai noté qu'il y avait effectivement une élue communiste qui a été à la manifestation interdite avant-hier ou hier, mais que dans l'ensemble... tous les élus des communes où il y a de fortes communautés arabes sont très, très, très modérés dans leur expression. Et je pense que c'est finalement une sorte de sagesse de limiter, de ne pas vouloir importer des tensions nationales au niveau local, d'une certaine manière. Et pour autant,
moi je suis un peu de cet avis. L'homme le plus puissant de l'agglomération, c'est Bruno Bernard, et aujourd'hui c'est quand même l'homme le plus silencieux. Et je trouve que... Pas seulement sur ce sujet. Hein, et pas simplement sur ce sujet. Il y a une sorte de répartition des rôles entre lui et le maire de Lyon. Lui a le pouvoir, mais se tait, et le maire de Lyon a moins de pouvoir, mais ne cesse de parler, sur tout et sur rien. Je trouve que sa réaction à l'issue du massacre en Israël a été tout à fait honorable. Mais il n'y a que lui. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une parole au niveau de l'agglomération. Oui, mais il est censé représenter tous les Lyonnais, et tous les grands Lyonnais. Et sur ce sujet en particulier, tous les grands Lyonnais ne pensent pas la même chose. C'est compliqué de prendre position. C'est pas parce que tous les grands Lyonnais ne pensent pas la même chose, et heureusement, que leurs représentants ne puissent pas avoir une parole équilibrée. Ruffin a eu une parole tout à fait équilibrée. Retweeté d'ailleurs par certains responsables LFI dans l'agglomération, pas tous. Hein. Et si la NUPES réagit d'une façon hétérogène, la composante LFI, elle aussi, est très, très séparée. On a des députés qui se taisent, mais qui se taisent d'une façon définitive. Je n'ai pas vu de réaction de M. Boumertit. D'autres qui adoptent la règle du parti. Gabriel Amar copie-colle quasiment les messages de son beau-père. Bon, les députés, les élus nationaux de l'agglomération sont dans une situation plus embêtante, plus contrainte que les élus locaux. Mais les élus locaux, à mon avis, pourraient tenter, ou tout du moins au niveau de l'agglomération, porter un message d'apaisement. Et alors, pour conclure sur ce sujet rapidement, est-ce que vous pensez que sans l'affaire Salah Hamouri en début d'année, on aurait eu ce type de réaction mesurée? Alors moi, je pense qu'on n'aurait pas entendu Grégory Doucet. Je pense que là, c'est une façon pour lui de se racheter. On se projette, évidemment, ça se repose sur rien. Je pense qu'il a pris beaucoup de coups avec cette histoire et qu'il s'est dit, il faut quand même que je rééquilibre ma prise de parole. On attend de Grégory Doucet qu'il ait une prise de parole. On est pour, on est contre ce qu'il dit, mais on attend quand même qu'il s'exprime en tant que maire de Lyon. Et je pense que là, il a dû se dire, il faut quand même que je réagisse. Mais il faut bien faire la part des choses quand même, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion dans l'esprit des téléspectateurs. Qu'il y ait un débat pro-palestinien ou pro-israélien, tout le temps, ce débat, il doit exister quoi qu'il arrive. Là, on est dans le temps, j'allais dire, du deuil et de la grosse secousse qu'on a pris. Le débat, il ne doit pas disparaître, on ne doit pas empêcher les pro-palestiniens de s'exprimer, on ne doit pas empêcher les pro-israéliens de s'exprimer. Il y a un sujet qui est sur la table, non pas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, puisqu'il y avait déjà... à l'époque, un royaume d'Israël qui existait sur ce territoire, il y avait des Palestiniens et c'était des gens qui arrivaient à cohabiter. Donc le sujet, il ne date pas d'aujourd'hui, donc il faut pouvoir en débattre. Mais on ne peut pas en débattre sereinement 4 ou 5 jours après des événements comme ceux-ci, qui sont incontestablement du terrorisme, qui sont affreux, et on ne peut pas mettre sur un même plan ce qui se passe aujourd'hui contre Gaza et ce qui s'est passé en Israël. Après, il y a un vrai débat sur ce qui se passe à Gaza, que les choses soient très claires. Mais je pense que sous le coup de l'émotion, il y a un moment, il faut prendre le temps. Et je trouve que apaiser, c'est bien. Et je pense que le fait que Grégory Doucet ait pris la parole, c'était pour apaiser, justement, calmer un peu le jeu après son attitude d'il y a quelques mois. Raphaël, rapidement, vous n'étiez pas d'accord? Oui, non, c'est pas ça, mais c'est évident qu'autour d'un plateau, on est tous d'accord pour dire que entre un bébé décapité parce qu'il est juif et un bébé qui est tué dans un bombardement qui touche Gaza aujourd'hui, il y a une différence fondamentale, évidemment. Mais nous, on est d'accord. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais je comprends que les parents ne soient pas d'accord. Pour les parents, et que pour les proches, ce ne soit pas du tout la même histoire. Donc le débat, évidemment, il est difficile, mais c'est aussi le rôle des élus, et surtout ceux qui ont une vocation nationale. Alors je trouve que c'est le rôle, effectivement, d'un maire de Lyon. Il a forcément une vocation nationale, mais c'est le rôle aussi des parlementaires, d'aller trouver les mots justes pour décrire une situation qui n'est pas aussi clivée que vous semblez le dire. Il n'y a pas d'un côté les pro-palestiniens, de l'autre côté les pro-israéliens. La France, globalement, en France, les gens sont pour les deux. Et la position de la France, c'est deux États. On peut dire qu'effectivement, ces dernières années, Israël n'a rien fait pour permettre a tout fait pour qu'en fait l'État palestinien soit devenu impossible. Ça ne remet pas en cause le fait qu'ils ont été victimes d'une attaque terroriste abominable le week-end dernier, et que forcément on est solidaire. Mais moi j'ai trouvé que dans la parole du président de la République hier,
il y avait quelque chose qui était insuffisant. Tout ce qu'il dit est très juste, mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est quand même affligeant. On n'est pas d'accord, on n'est pas dans une logique de génocide. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Israël le week-end dernier, mais c'est quand même déjà plus de morts. Et quand on vient dire à une population de 2,5 millions d'habitants, partez, mais partez où ? Il n'y a pas d'autre endroit. Quand on dit on vous donne 24 heures pour quitter la ville, 1 million de personnes, et que l'ONU dit mais ce n'est pas possible, qu'on nous dit qu'en 48 heures, il y a 2,5 millions de personnes qui sont menacées dans leur vie parce qu'il n'y a plus d'eau, il y a 14 000 personnes qui sont atteintes du cancer, il n'y a plus un médicament qui rentre. Quand vous êtes dans une organisation humanitaire aujourd'hui à Lyon, vous n'êtes pas forcément pro-palestinien, pro-israélien, ou ce que vous voulez, mais quand vous regardez la situation à Gaza, elle est vraiment abominable. Et la voix de la France, oui, c'est difficile aujourd'hui d'aller dire à Israël, on comprend votre deuil, on est à vos côtés, mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas acceptable. Ça a été l'honneur de la France de savoir dire ça aux États-Unis au moment de la guerre en Irak. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir trouver les mots aussi pour le dire aujourd'hui à Israël. Il faudra le dire. Rapidement, mais en 2 mots, je trouvais au contraire que le président de la République hier s'adressait d'abord aux Français parce que le risque, vraiment, c'est qu'il y ait cette importation, il y ait cette tension, comme on a pu voir dans d'autres pays où les manifestations pro-palestiniennes ou pro-israéliennes sont d'une autre ampleur. Moi, j'étais très surpris et je trouve que c'est une bonne chose, c'est terrible à dire, mais de la modération de la mobilisation. C'est sans doute dommage, et pas assez 1500 personnes place Bellecour à l'appel du CRIF pour vraiment... Oui, ça reste un conflit qui ne s'est pas vraiment apporté, même s'il y a quand même et que 200 excités ou 200 antisémites, personnes pro-palestiniennes, c'est rien. Et je trouve que d'une certaine manière, c'est ce qu'il faut cultiver, c'est cette sagesse, de la lassitude ou de la sagesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de réaction au niveau local, il n'y a pas de tension au niveau local, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut... Par contre, annoncer l'interdiction de toute manifestation pro-palestinienne, je trouve ça effectivement absurde et effectivement dangereux. Parce que on est bien d'accord. On termine. Terminé. Non, mais c'est effectivement dangereux parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui méritent d'être interdites en termes d'ordre public. Mais proclamer qu'on ne peut pas avoir une parole pro-israélienne, mettre des amendes aux gens parce qu'ils avaient... C'est contre-productif. Mettre des amendes à Paris hier aux gens parce qu'ils avaient un drapeau palestinien ou ils avaient un kéfier. Là, il y a quelque chose qui est dangereux parce que justement, c'est comme ça qu'on apporte le conflit aussi. Et on termine là-dessus, on se recentre. On est une démocratie, il faut qu'on puisse s'exprimer librement. Nous le faisons. On est d'accord, on se recentre sur Lyon avec notre deuxième sujet qui fait suite à la promesse de la préfète du Rhône de taper sur les doigts des communes qui n'en font pas assez concernant le logement social. Vous le savez, la loi oblige normalement à faire en sorte qu'au moins 25% des logements soient sociaux, sauf que plusieurs maires suffisamment riches préfèrent payer les amendes plutôt que de froisser leur population. Les villes les moins dotées dans notre agglomération sont Saint-Didier au Mont-d'Or avec 6,15% de logements sociaux et Charly 4,29%. La préfète Fabienne Bouccio veut obliger ces maires à combler leur retard. Alors, Pierre, c'est dommage que Farid Ben Moussa ne soit pas avec nous puisqu'il aurait probablement érigé une statue à la gloire de Fabienne Bouccio dans le studio. Mais si on attaque d'un point de vue technique, comment la préfecture peut-elle faire construire davantage de logements sociaux dans ces communes ? Alors, c'est pas nouveau. C'est une longue histoire. La loi SRU, vous l'avez rappelé, c'est 2000. Et c'est en 2015 où la loi confie au préfet, aux représentants de l'État dans les départements, le soin, la possibilité de délivrer des permis de construire à la place des maires dans les communes qui sont carencées. Pas les communes qui n'ont pas les 25%, mais qui sont carencées. Carencées, ça veut dire que la commune n'a pas respecté son programme de rattrapage. Donc c'est vraiment des communes qui font preuve de mauvaise volonté. Et avec des perspectives faibles. 2015, et nous sommes en 2024. Combien de permis de construire ont été délivrés par les préfets dans les communes carencées ? Personne ne le sait. Personne ne le sait parce que la base Citadelle, qui recense l'ensemble des permis de construire délivrés en France, n'identifie pas ces fameux permis de construire délivrés par l'État à la place des maires. Et il me semble que jusqu'à présent, ça a toujours été un rapport de menace, mais il n'y a jamais eu de passage à l'acte. On va voir si cette menace supplémentaire de la préfète aura un effet. Je sais que et la préfète et le vice-président Père travaillent pour forcer la main aux maires, notamment en matière de logements sociaux, mais au-delà de cette question de permis de construire, il y a une question qui est encore plus insidieuse. C'est que
des tas de maires refusent le droit de l'urbanisme qui est décidé par la métropole. C'est la métropole qui dit, sur ce terrain, vous pourrez construire 50 logements. Et les maires disent, notamment aux promoteurs ou aux bailleurs sociaux, 50 logements, c'est beaucoup trop. Si vous en faisiez 25 plutôt. Et ça, c'est revendiqué. Le maire de Caluire dit publiquement, un permis sur 2, je suis fier de refuser un permis sur 2. Et là, on est dans une situation un peu problématique, parce qu'ils ont droit pour eux, mais en même temps, l'urbanisme, c'est une compétence de la métropole. Et moi, je plaide depuis un certain temps pour que, puisque la métropole décide de l'urbanisme, eh bien, ça soit la métropole qui décide aussi de l'adéquation d'une demande de permis de construire avec le plan local d'urbanisme. Enlever le permis de construire aux maires. Ça leur permettrait d'ailleurs d'être à distance des aimables pressions de leurs électeurs et administrés, qui sont toujours très promptes à vouloir diminuer le nombre de voisins auxquels ils vont être exposés. Et on reviendrait au fameux problème où les habitants viendraient se plaindre aux maires qui finalement n'ont pas le pouvoir. Et les maires pourraient dire « Allez voir la métropole, je suis désolé ». Damien ? Il faut faire la part des choses sur la déclaration de la préfète. Oui, elle a un moyen d'action. D'abord, il y a déjà un moyen d'action avec des communes qui refusent du logement social et qui sont mises à l'amende. Donc c'est un vrai choix, par exemple, qu'elle peut faire Charbonnières en disant moi je préfère payer, ou éventuellement Tassin. Et puis il y a des communes dans lesquelles elle pourra dire tout ce qu'elle veut, mais elle ne pourra rien faire. Je vais vous prendre l'exemple de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui a le revenu par habitant quasiment le plus élevé, mais qui est la commune considérée comme la plus pauvre du département du Rhône. La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or n'a aucun foncier. Et elle peut donner tous les gages qu'elle veut auprès de la préfecture en disant oui, j'aimerais bien avoir du logement social. Elle ne peut pas le faire. Parce que si elle doit acheter un terrain demain à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, elle n'a pas les moyens de le faire. Donc ça, c'est le premier problème. Second problème, quand on parle avec certains maires des Monts d'Or, ils sont demandeurs de pouvoir faire du logement social chez eux. Et je prends l'exemple de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ou même de Saint-Cyr, de municipalités qui disent on aimerait bien en avoir un peu parce que nos jeunes ne peuvent pas se loger chez nous, donc sont obligés de partir. Donc ils aimeraient pouvoir le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Donc je pense que la préfète a un discours qu'elle ne va pas pouvoir appliquer dans toutes les communes. Dans certaines communes, oui, mais pas dans toutes les communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le problème du logement social n'est à la base pas un problème local, c'est un problème national, c'est un problème de législation. Pour mémoire, pour le cours d'histoire, le logement social a été créé par un certain monsieur Laurent Bonnevet dans les années 20 en France, et l'idée du logement social, c'était de faire un logement dit de transition pour accéder au privé. Cette transition, elle a fonctionné jusqu'aux années 2000 à peu près, avec un turnover qui était d'à peu près 7% par an, et qui permettait à des gens de sortir du logement social, à d'autres d'y rentrer. Avec la tension sur le marché de l'immobilier, les gens ont arrêté de sortir du logement social. On s'est retrouvé en 2015 avec un turnover de 3%, et aujourd'hui on a un turnover de 0%. Ça veut dire que tous les gens qui rentrent dans le logement social n'en sortent plus. Les Français, il n'y a pas un Français qui rêve d'un pays de logements sociaux. Donc construire des logements sociaux, il en faut certainement, mais la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est d'aider les gens à sortir du logement social. Sortir du logement social, il y a une solution qui avait été proposée par Madame Boutin à l'époque, qui s'était fait taper sur les doigts, qui consistait à supprimer le bail à vie. Quand on rentre dans le logement social, on signe un bail, on est là à vie. Quand vous pouvez rentrer dans un logement social, vous avez peu de moyens, vous remplissez tous les critères. Mais quand vous êtes là depuis 30 ou 40 ans et vous gagnez 6 000 € par mois, vous devriez être sorti du logement social. Et là, on résoudrait un début de problématique en créant un turnover et ça ferait de la place pour les autres. Donc, et maintenant, autre problématique et qui fait monter le prix du privé, c'est ce fameux logement social avec la loi SRU qui impose aux promoteurs immobiliers un pourcentage de logements sociaux. Pour financer dans leurs bâtiments les logements sociaux, il faut monter le prix du privé à la vente. Donc on est en train de séparer le logement social du privé parce que les promoteurs doivent consacrer une partie de cet espace au logement social. Alors la mixité, c'est bien, mais finalement, on est en train de séparer les plus pauvres des plus riches à cause de cette fameuse loi SRU, qui est une bonne loi. C'est une bonne chose à la base, mais telle qu'elle est pratiquée, ça crée une dissension entre ces deux types de loyers. Quand vous avez un même loyer pour un appartement équivalent dans le même immeuble, que l'un paye 700 € et que l'autre va payer 2500 €, il y a quand même un problème au bout d'un moment. Effectivement, c'est difficile de passer d'un étage à l'autre et sortir du logement social. Raphaël. Bon, il a dit tellement de choses que je ne sais pas quoi répondre. Si on revient sur la préfète et sur Déjà, la les préfète, communes. oui. Donc, elle pourra pas J'étais quand l'appliquer, elle l'a c'est ce que annoncé au Club de la Presse, et ce qu'elle dit est assez compréhensible. Hein. Elle me dit, moi j'ai rencontré les maires, il y en a plusieurs qui m'ont expliqué que jamais ils feront du logement social, ils préféraient payer des amendes. À un moment donné, quand on représente l'État, il faut qu'on soit crédible. Et c'est logique qu'elle sorte la sanction dès lors qu'il y a autant de mauvaise volonté en face. La menace. Oui,
je pense que là, on a dépassé la menace. Peut-être qu'il peut y avoir une bonne surprise. A priori, elle devrait annoncer d'ici la fin de l'année une dizaine de communes où elle reprend la délégation d'urbanisme, qui est une compétence de l'État, qui est déléguée aux communes. Elle va la reprendre. Elle pourra le faire dans certaines communes sans problème. Pardon. Elle va le faire. En fait, il ne faut pas non plus... j'ai entendu ce que vous dites sur Saint-Didier, mais le logement social n'est pas toujours construit par le public. On peut aussi mais le foncier, permettre... la problématique, c'est le foncier. Oui, Même si la commune de Saint-Didier-Mont-d'Or laisse gérer des extérieurs, quand ils vont acheter un foncier à 2 millions d'euros, on est toujours sur le modèle social et économique. Ce n'est pas forcément la commune qui l'achète, il y a pas aussi des opérateurs qui le font. Le logement social, ce n'est pas du public, ce sont des sociétés à caractère privé qui doivent équilibrer leurs comptes. Donc si vous faites un montage économique et qu'au bout de 50 ans, vous n'avez pas réussi à rembourser votre opération, c'est une opération immobilière, vous ne pouvez pas le faire. Au prix du foncier à Charbonnières, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, aujourd'hui, il n'y a pas un bailleur social qui est capable de le faire, tout simplement. À partir du moment où il y a la métropole qui est demandeuse pour le faire, je pense qu'elle est tout à fait capable de le faire à Saint-Didier si les maires l'accompagnent. Après les maires, ils ont toujours le mauvais rôle dans cette histoire-là. Je ne sais pas s'il faut leur retirer tous les pouvoirs, mais oui, à la campagne, on va leur reprocher de construire trop, et à Caluire ou dans les agglomérations, on va leur reprocher de ne pas construire assez. Est-ce que si la compétence était plus éloignée, est-ce qu'elle serait mieux répartie? Est-ce qu'elle serait de manière plus intelligente? C'est pas sûr non plus. Alors, mon propos, c'est surtout de souligner que la compétence, elle est métropolitaine. Essentiellement, elle est métropolitaine et désormais, elle est donc démocratique. C'est démocratiquement que Mme Vessillier décide qu'il y a une constructibilité de temps dans ce secteur et il n'y a pas de souci, il y a forcément de la constructibilité à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Mais que cette décision démocratique soit contrecarrée par d'autres personnes, le maire qui, finalement, en fonction de son opportunité et de ses aimables pressions de ses électeurs, va limiter la volonté démocratique qui a été imposée par la métropole. C'est ça la tension. Et encore une fois, je ne suis pas encore en train de dire qu'il faut enlever tous les pouvoirs aux maires partout en France. Je dis simplement que dans la métropole de Lyon, qui est un espace démocratique, où le plan local d'urbanisme, qui est le socle fondateur de l'urbanisme, pourquoi des maires s'opposeraient-ils à la décision collective qui a été posée dans les révisions successives? En général, c'est sous l'argument un peu fallacieux. Oui, mais la métropole ne connaît pas notre territoire. Nous, on connaît bien la spécificité de notre territoire. Oui, vous connaissez bien les voisins qui sont autour et qui font des pressions pour que vous ne délivriez pas ce permis de construire. C'est ça la réalité. Alors, je voudrais juste rebondir, Pierre. Quand vous avez une maison de maître qui se vend à Saint-Didier-au-Mont-d'Or du 19e siècle et qui est absolument magnifique et qu'elle est mise à la vente, effectivement, il peut y avoir une préemption du terrain pour y faire du logement social. Effectivement, là, je comprends que le maire réagisse en disant « Vous n'allez pas nous raser une maison qui est absolument magnifique au milieu d'un parc pour y monter un immeuble de 50 Deux choses. Soit la maison, elle est vraiment magnifique, elle est protégée. Elle est protégée par l'État. Non, elle n'est pas forcément protégée. Elle peut avoir une maison de maître qui n'est pas protégée. Et elle n'est pas forcément achetée pour faire du logement social. Elle peut être achetée dans faire ce une cas-là, belle je opération de comprends qu'un promotion. maire puisse monter au créneau et dire « Vous êtes gentil, mais évitez de nous monter un immeuble au milieu de 15 maisons autour. » Ce qui sera fait plutôt, c'est que dans le très grand jardin autour de cette maison de maître, on va en prendre une partie pour faire un immeuble. Oui, mais vous allez donc faire pousser un immeuble au milieu de 50 maisons de maître. Et donc, il y a un moment, je me mets à la place du maire qui va dire, vous allez me mettre un immeuble ici, dans un endroit qui est protégé, qui est magnifique. Donc, non, mais c'est pour ça que je comprends le discours du maire qui va aller dire à la métro, on est plus sur le terrain, on connaît le secteur. Mais il connaît peut-être le secteur, mais c'est la métro qui est légitime pour définir le plan local d'urbanisme et le nombre de logements qui peuvent être construits à la place du logement de maître. Oui, après, la métro, elle fiche aussi des chiffres au niveau de l'agglomération. On construit tant de logements sociaux. Elle peut avoir la tentation de le faire là où c'est le plus facile, là où il y a du terrain disponible, et pas forcément là où ce serait le plus utile. Donc qu'il y ait une discussion entre la ville et la métropole pour choisir comment on construit le logement social, c'est plutôt vertueux, à partir du moment où tout le monde est de bonne foi, et qui est quand même la sanction, la voiture balai, dès lors qu'il y a des maires qui jouent pas le jeu. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse gérer des dissensus sur le présupposé de la bonne foi de toutes les parties. Ça, c'est le premier point. Non, mais et le second, de la règle commune et de l'objectif commun. Et le second, la loi fixe des objectifs. L'objectif commun, c'est la loi SRU et son plan local d'urbanisme. Les maires n'ont qu'un pouvoir de validation du projet par rapport au plus. C'est que ça. Et en fait, en général, ils en rajoutent pour diminuer. Parce que
Un maire peut diminuer la constructibilité d'un terrain, mais il ne peut pas l'augmenter, parce que ça serait illégal. Voilà. Oui, mais on peut, dans une discussion entre la ville et la métropole, on peut imaginer que la métropole fixe un objectif et que le maire dise vous vous imaginez comme ça, on va le faire autrement, mais on va suivre cet objectif. Qui est légitime. Je vous propose, il nous reste peu de temps, on va terminer avec l'hébergement d'urgence, puisque depuis quelques mois, Grégory Doucet a musclé son discours vis-à-vis de la préfecture du Rhône. On se souvient qu'à la rentrée, il avait décidé de loger des familles SDF dans un ancien EHPAD, rejetant la solution de l'État qui était de proposer une aide au retour, à savoir un billet d'avion et une somme d'argent. Cette semaine, Grégory Doucet, mais aussi les maires de Grenoble, Paris, Bordeaux, Rennes et Strasbourg attaquent l'État en justice pour se faire rembourser les dépenses des collectivités concernant l'hébergement d'urgence, compétence des préfectures de l'État. Raphaël, on sent les écologistes de plus en plus offensifs sur ce dossier depuis quelques mois. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu enfermés dans leurs propres promesses de campagne ? Un petit peu. Là, pour le coup, on ne peut pas faire le reproche à Grégory Doucet de rester strictement dans ses compétences. Et c'est logique. Il y a des gens dans la rue. On se retourne vers le maire de Lyon pour dire comment c'est possible qu'il y ait encore des gens dans la rue. Il pourrait se défausser en disant c'est pas de ma faute, allez voir la préfecture. Moi, j'ai pas la compétence de m'en occuper. Ils ne le font pas, mais au bout d'un moment, c'est très cher, c'est très compliqué. Et ils n'ont pas tous les outils qui permettent de gérer ça. Il n'y a que l'État qui les a. Donc, il y a quand même une logique à un moment donné à mettre l'État face à ses responsabilités. Je ne dis pas que c'est simple pour l'État. On comprend quand la préfecture dit on était à 1000 chambres d'hôtel tous les soirs, à 50-60 € la chambre d'hôtel. On est quand même sur un budget qui est voilà, si vous faites les calculs, on est aux 18, 15, 20 millions d'euros par an. C'est pas du tout anecdotique pour loger des gens dans de très mauvaises conditions. Parce que l'hôtel, on est d'accord de dire que c'est, à part enrichir les propriétaires des hôtels, ce n'est pas une solution pour faire vivre des familles. Donc il faut d'autres choses, qu'on réduise cette part d'hôtels, c'est bien, ils sont descendus à 800, mais il faut quand même proposer des solutions. Et il y a beaucoup de gens dans la rue à Lyon que le maire se retourne vers l'État, ça me semble logique. Pierre ? Alors, la communication politique, c'est de la politique, et vice-versa. C'est 5 maires Europe Écologie Les Verts qui annoncent qu'ils vont attaquer l'État. Attaquer l'État en justice, c'est assez incertain, c'est assez symbolique. Rare. Pardon ? C'est symbolique surtout. Et c'est d'autant plus symbolique que c'est un recours précontentieux qui ne débouchera pas. Donc c'est surtout un effet d'annonce. Moi, je trouve que c'est la réactivation d'une tension classique entre des collectivités et l'État, des collectivités qui font des annonces, qui font des promesses et qui aimeraient agir sur le territoire, qui n'ont pas les moyens, on est bien d'accord, mais qui en même temps sont souvent promptes à demander des moyens à l'État tout en revendiquant leur autonomie et leur indépendance. Il y a des petites histoires assez savoureuses, enfin savoureuses, non dramatiques, sur les mineurs non accompagnés, dont la définition de la minorité était confiée au département. Total, les mineurs non accompagnés savaient quel département était plus prompt à considérer qu'ils étaient mineurs, et d'autres qui, au contraire, les rejetaient tous en tant que majeurs. Donc il y a eu une sorte de fuite vers les départements qui donnaient rapidement la minorité, et au bout d'un moment, l'État a dû dire non, c'est fini, il va falloir s'entendre sur une définition commune au niveau national. Là, c'est un peu la même chose sur les moyens d'accueil des personnes à la rue. On a des tensions et c'est pas en Creuse ou en Ariège où on a des centaines et des milliers de personnes qui viennent demander un hébergement d'urgence. C'est dans les grandes agglomérations et les moyens de l'État sont forcément limités. Et donc, il y a un petit jeu classique entre collectivités et État. Damien, pour finir ? Oui, c'est de la com politique. Je suis d'accord. Et oui, les solutions actuelles ne sont pas pérennes et on ne peut pas loger des gens à l'hôtel en permanence. Donc il faut pour ça avoir des structures. Donc il faut effectivement peut-être que l'État puisse donner, en tout cas en fonction des zones géographiques, peut-être plus de moyens pour assumer cet accueil d'urgence. Après, Raphaël évoquait tout à l'heure, ou Pierre, je ne sais plus, la possibilité de retour dans le pays pour les gens effectivement qui potentiellement pourraient retourner dans leur pays. La France n'a pas vocation à faire de l'accueil d'urgence qui dure. En réalité, ça doit être de l'accueil d'urgence en attendant de trouver une solution. Le vrai sac de nœuds derrière,
c'est combien de temps on met pour trouver des solutions aux gens. C'est pas le maire qui a Hein. la Non, maîtrise mais- de la politique migratoire. Là, pour le coup, c'est l'État qui doit C'est gérer. exactement ce que je dis. C'est-à-dire que donc, je comprends, même si c'est de la com politique, parce que ça ne va pas aboutir tout de suite, que des communes puissent se retourner vers l'État en disant mais c'est votre job, en fait. Effectivement, ça nous coûte cher. Donc je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, et je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est qu'on pourrait rendre l'accueil d'urgence moins d'urgence en augmentant le nombre de logements, et on revient au sujet précédent. C'est une autre question. Allez, on est arrivé au terme de l'émission. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur lyonmac.com. On se retrouvera la semaine prochaine.